Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Si je vous dis Sébastopol, Alma et Malakoff, des noms sans doute familiers aux Parisiens et autres franciliens, et qui évoquent une station de métro, un pont et une ville des Hauts-de-Seine. Mais savent-ils que ces noms proviennent d'une guerre presque oubliée, la guerre de Crimée? Retour sur les raisons et le déroulement de cette guerre, précurseur des deux conflits mondiaux du XXe siècle. En ce milieu du XIXe siècle, l'Empire ottoman a depuis longtemps entamé son déclin. Victime de son conservatisme religieux, hermétique aux réformes et aux nouvelles technologies, son commerce est en outre dominé par les non-musulmans, où la corruption de fonctionnaires locaux est monnaie courante. De plus, son armée manque d'entraînement et de matériel moderne. A l'inverse, le voisin russe n'a cessé de monter en puissance et rêve de mener une politique expansionniste sur cet empire moribond. Le tsar, Nicolas Ier, projette de faire de la mer Noire sa chasse gardée et contrôler les détroits du Bosphore et des Dardanelles pour envoyer ses navires de commerce, mais aussi de guerre, en Méditerranée. L'Angleterre, maîtresse des mers, s'inquiète de cette situation qui menace ses intérêts et l'équilibre européen. Pour amadouer les Anglais, il leur propose même de se partager l'Empire ottoman. Il recevrait l'Égypte et la Crète, alors sous domination turque, pendant que la Valachie, la Moldavie, la Serbie et la Bulgarie, peuplées de chrétiens orthodoxes, seraient détachées de l'Empire et placées sous protection russe. Mais les Anglais refusent ce marché. Pour pouvoir justifier leur présence sur le sol ottoman, les Russes demandent au sultan Abdulmesside de pouvoir intervenir pour protéger les chrétiens orthodoxes qui représentent 30% de la population, en particulier dans les lieux saints comme Jérusalem, où des tensions existent avec les catholiques. Ils exigent d'avoir les mêmes prérogatives que la France, qui, depuis le traité de 1535 entre François Ier et Soliman le Magnifique, a la garde de ces lieux saints. Pour forcer le sultan à abroger les concessions faites aux catholiques, le tsar Nicolas Ier envoya en février 1853 le général Menchikov à Constantinople pour négocier un nouveau traité qui, au-delà de la question des lieux saints, confirmait les prétentions d'un protectorat russe sur certaines provinces, ce qui, à terme, ferait de l'Empire ottoman un vassal de la Russie. Les négociations traînèrent en longueur et le comportement hautain de Menchikov n'arrangea pas les choses. Encouragé par l'ambassadeur britannique, qui promit l'appui de son pays en cas de conflit, les Ottomans refusèrent de céder aux exigences russes. Le 21 mai, ce refus entraîna la rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays. À la fin du mois de juin, le tsar ordonna au général Paskevitch d'occuper les principautés roumaines tributaires des Ottomans. En réaction, le 4 octobre 1853, l'Empire ottoman déclara la guerre à la Russie et obtint même quelques succès près des frontières des provinces annexées. Le 30 mai, à Sinope, une puissante et moderne flotte russe va anéantir les navires à voile ottomans, censés protéger Constantinople. Cette attaque et l'enchaînement des défaites turques va pousser l'Angleterre et la France à déclarer la guerre le 27 mars 1854, malgré une tentative de conciliation de Napoléon III. C'est aussi un moyen pour l'empereur de redonner à la France une place prépondérante en Europe, perdue après le Congrès de Vienne de 1815. Une alliance est signée entre les deux pays, une première depuis bien longtemps. 300 000 Français, commandés par Saint-Arnoux, et 100 000 Anglais par Lord Raglan, débarquent à Varna dans l'actuelle Bulgarie, rejoignant les 200 000 soldats ottomans. Ils vont faire face à 1 200 000 Russes. Après des hésitations sur la stratégie à tenir, les Alliés décident d'attaquer en Crimée, et plus particulièrement Sébastopol, où se concentre la marine du tsar, pour porter un coup fatal à ses ambitions en mer Noire pour le contrôle de la Méditerranée. De leur côté, les Russes attaquent dans le Caucase. Mais un nouvel acteur entre en scène, l'Autriche, qui mobilise 100 000 hommes et investit les principautés roumaines, obligeant les Russes à évacuer. En juillet 1854, on tente encore de raisonner le tsar pour le faire renoncer à ses projets, mais celui-ci reste inflexible. Il faut donc employer la force et prendre Sébastopol. Durant les préparatifs du débarquement en Crimée, un fléau destructeur va s'abattre sur les soldats, le choléra, une maladie qui a frappé par vagues pandémiques durant tout le XIXe siècle. Sur les 95 000 soldats français morts en Crimée, seulement 20 000 le seront du fait des combats. Le 14 septembre, les Alliés débarquent à 45 km de leur objectif. Surpris, Menchikov rassemble le plus gros de ses forces sur la rive de l'Alma. Mais il est mis en déroute en 90 minutes et se replie sur Sébastopol. Cette victoire est notamment acquise grâce au régiment de marche de la Légion étrangère et au 3e régiment de Zouaves qui contourne les Russes en franchissant un pont sur le fleuve, escalade une falaise où ils s'emparent de l'artillerie russe, la retournant contre eux et résistant aux vagues d'assaut de l'infanterie jusqu'à l'arrivée des renforts. Le siège de Sébastopol peut commencer avec le bombardement de la ville et la mort de Saint-Arnaud, victime du choléra. 35 000 hommes et 500 canons défendent Sébastopol, et on a vite compris que le siège serait long et difficile. Les Russes tentent même de contre-attaquer, en essayant de prendre le port de Balaklava, qui permet le ravitaillement des troupes anglaises. Un nom qui restera associé à une charge héroïque mais suicidaire de la brigade légère anglaise décimée par les canons russes. C'est tout de même un échec pour les troupes du tsar, suivi de celui de Inkerman.
Mais le tsar n'a pas l'intention de capituler. Le 14 novembre, une terrible tempête s'abat sur la région et les flottes françaises et anglaises manquent de sombrer. On construit alors des lignes de tranchées en zigzag qui préfigurent celles de la Grande Guerre. Des travaux éreintants dans la roche, accentués par l'hiver rigoureux. Le moral des troupes est au plus bas. Maladie, froid, malnutrition, manque d'eau font de la vie du soldat un enfer. Des conditions relatées par les premiers correspondants de guerre grâce à l'utilisation du télégraphe et de la photographie. Les opérations stagnent tout l'hiver. En décembre, l'Autriche rejoint la coalition, sans toutefois participer réellement au conflit. Elle est suivie par le royaume de Piémont-Sardaigne, qui envoie un contingent de 20 000 hommes, soutenu par Napoléon III, qui rêve de faire l'unité italienne au détriment de l'Autriche. En mars, un espoir de paix voit le jour, avec la mort de Nicolas Ier. Mais Alexandre II, son successeur, poursuit le combat. Au printemps, les manœuvres reprennent et les Alliés décident de consacrer leurs efforts au fort de Malakoff, un bastion qui domine la ville. Tout l'été, ils vont mener des offensives pour tester les défenses russes. Enfin, le 8 septembre à 12 h, un grand assaut est lancé, où les Zouaves vont encore se distinguer, escaladant la pente à main nue pour parvenir au sommet, où un farouche corps à corps s'engage avec les Russes. Leurs défenses tombent les unes après les autres. Les sapeurs découvrent par hasard des fils électriques reliés par des batteries au dépôt de poudre sous la forteresse. Ils les coupent, évitant ainsi une explosion fatale pour les assaillants. À 16 h, Malakoff est conquise, malgré des tentatives de contre-attaque. Et le drapeau français peut enfin flotter sur la tour. Cet exploit a un héros, le général MacMahon, qui a fait l'admiration de ses hommes en étant présent pendant tout l'assaut. A-t-il prononcé son fameux « J'y suis, j'y reste » ? Sans doute pas, mais ces mots sont entrés dans l'histoire. La prise de Malakoff va porter un coup fatal aux Russes, et la guerre va rapidement s'achever. Alexandre II, acculé, va céder aux exigences des Alliés. Et c'est par l'entremise de Napoléon III que le 25 février 1856 à Paris va débuter les pourparlers de paix, sous la présidence d'Alexandre Walewski, le fils de Napoléon Ier et de Marie Walewska. Si la France est le grand vainqueur de cette guerre, c'est surtout une victoire diplomatique et symbolique pour Napoléon III, qui marque le retour de la France sur la scène européenne. Il ménage pourtant Alexandre II en vue d'un éventuel rapprochement. Le 30 mars 1856, celui-ci signe le traité de paix en acceptant les 4 conditions imposées par les vainqueurs. Autonomie des provinces danubiennes, démilitarisation de la mer Noire, libre circulation sur le Danube et bien sûr, renoncement à tout protectorat sur les lieux saints et sur les populations orthodoxes de l'Empire ottoman. Au final, si l'Angleterre a conservé la maîtrise des mers, l'Empire ottoman l'intégrité de son territoire,
la France la restauration de son prestige, c'est peut-être le royaume de Piémont-Sardaigne qui a le plus bénéficié de cette guerre, avec un début de reconnaissance des autres nations qui aboutira à l'unification italienne quelques années plus tard. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur la guerre de Crimée, ou presque, et je vous laisse maintenant avec mon coup de cœur. Mon coup de cœur du jour concerne le film La charge de la brigade légère de Michael Curtiz de 1936. C'est une époque où on glorifie l'épopée coloniale anglaise avec des films comme Les Trois Lanciers du Bengale ou Les Quatre Plumes Blanches. Aux Indes, à la fin du XIXe siècle, privé de l'aide financière britannique, l'émir Surad Khan conclut une alliance secrète avec la Russie. De son côté, le major Geoffrey Vickers, joué par Errol Flynn, du 27e régiment de lanciers, est envoyé en Arabie avec pour mission d'acquérir des chevaux en vue d'un conflit dans les Balkans. Alors qu'il s'arrête à Calcutta pour voir sa fiancée, jouée par Olivia de Havilland, la garnison est attaquée par l'émir Surad Khan, nouvel allié des Russes. L'histoire se terminera avec un face-à-face improbable entre l'officier anglais et le sultan, lors de la fameuse charge de Balaklava en Crimée. Une scène finale spectaculaire qui n'a rien à envier aux films modernes du même genre. Je vous invite donc à revoir ce film noir et blanc, au charme un peu désuet, où se mêlent vengeance, sens de l'honneur et du sacrifice, mais aussi histoire d'amour avec la rivalité de deux frères pour la même femme. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, et avec moi, continuez l'histoire. Salut!